Donc bonjour à toutes. Merci Lise, Gauvin et Hiam d'être là aujourd'hui et merci Amy d'écouter la rencontre. Euh, donc je vais peut-être commencer par dire quelques mots pour présenter la rencontre d'aujourd'hui. Donc c'est le troisième midi littéraire d'une petite série de quatre midis littéraires qui portent sur la thématique les utopies au féminin. Et c'est des rencontres qui sont faites en collaboration avec le Parlement des écrivaines francophones. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter Lise, qui est notre animatrice, Lise Gauvin, qui ensuite elle-même se fera l'immense plaisir de présenter notre invité Hiam Yared. Euh, donc Lise Gauvin est essayiste, romancière et professeure québécoise. Elle a publié une trentaine d'ouvrages, notamment La fabrique de la langue de François Rabelais à Régent du Charme et L'engagement et l'écrivain et la langue au Québec. Elle a reçu le prix du Québec Georges-Émile Lapalme en 2018 et en 2020, l'Académie française lui a remis la grande médaille de la francophonie. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et du Parlement des écrivaines francophones. Et parmi ces derniers titres, on a un roman, Et toi, comment vas-tu? Un essai sur les littératures francophones, des littératures de l'intranquillité, et Créer, écouter, portrait d'artistes et d'écrivains et écrivaines. Et elle a aussi co-dirigé avec Faouzia Zouari La francophonie au féminin, un espace à inventer. Donc sur ce, je vous laisse avec nos invités. Je n'entends plus. On t'entend plus, Lise? Normalement, vous devriez m'entendre là. Maintenant, oui. Ouais. D'accord, mon micro s'est désactivé tout seul, je ne sais trop comment. Je m'excuse. Alors, ces rencontres sont en prolongement de notre rencontre qui a eu lieu à Montréal en avril dernier sur la francophonie au féminin, un espace à inventer. Et ces rencontres, la rencontre de Montréal a été publiée chez Mémoire d'Encrier dans ce livre, La francophonie au féminin, donc qui reprend les textes de cette rencontre. Donc, en prolongement de cette rencontre du Parlement des écrivaines francophones, on nous a invités à présenter 4 écrivaines du Parlement des écrivaines francophones qui viennent de différentes régions du monde, de différentes parties du monde. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hiam Yared, qui est une romancière et poète originaire de Beyrouth. Parmi ces publications, je vais nommer surtout ces dernières, il y a Tout est halluciné, finaliste du prix France Télévisions, ensuite Nos longues années en tant que fille, Implosion, et elle a plusieurs autres titres, mais on dit qu'il y a, ces romans ont ceci de particulier qu'on y retrouve toujours des liens entre la sphère intime et la sphère publique. Et elle a publié chez Mémoire d'Encrier 3 recueils de poésie qui sont Esthétique de la prédation, Naître et mourir, et tout récemment, en 2025, Du feu autour de l'œil. Et elle est membre fondatrice du Parlement des écrivaines francophones, donc depuis sa création en 2018. Alors, bonjour Yam, et merci d'être là. Nous avons convenu que l'entretien se ferait à la deuxième personne du singulier parce que c'est la pratique, c'est la consigne au Parlement des écrivaines francophones de se tutoyer. Alors, on continue à se tutoyer dans cet entretien comme lorsqu'il y a nos réunions. On va commencer par un texte qui se trouve dans notre ouvrage collectif, et tu dis que tes premiers récits sont une rupture avec ton milieu. Alors, j'aimerais que tu nous parles d'abord de tes commencements comme écrivaine.
Comment c'est arrivé? Comment tu en es venu à l'écriture? Quels sont comment as-tu comment as-tu commencé à publier et à écrire? Euh, Quel est le point de départ? qui fonde même l'écriture et la création et le désir de la création. Parce que ce n'est pas tout d'écrire, il faut désirer écrire. Et depuis que j'étais toute jeune, j'ai eu ce désir très intense en moi. C'était ma plus grande partie de joie et de plaisir, c'était quand on avait des rédactions. Donc j'ai découvert ce plaisir de la langue, de la lecture aussi. J'étais folle dingue de théâtre à la base et j'adorais lire et m'entendre lire avec le ton juste à la base. Enfin, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais écrivaine. Tout ce que je sais, c'est que il y a quelque chose dans la création qui m'émerveille toujours et celle des autres autant que celle que j'ai découvert, dont j'ai découvert être capable en fait. Mais à la base, moi, je voulais être comédienne ou metteur en scène. Et je viens d'une famille voilà, qui ne pouvait pas concevoir ce genre de... Pour eux, vous savez, il y a des métiers médecins, ingénieurs, voilà, les métiers basiques de la vie. Et puis tout le reste, c'est comme si ce n'était pas... alors, un métier, bien sûr, être écrivain n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est quelque chose qui est plus profond. C'est pas, je ne pense pas que j'en ai fait. C'est une passion. Et je n'imaginais pas qu'un jour, il aurait été possible pour moi de faire quelque chose qui ressemble à un fil conducteur dans ma vie, car ça l'est devenu. Et c'est comme écrire, en fait, par désir de la scène, on a 15 ans, on écrit, j'ai découvert un plaisir de l'écriture qui, un jour, est devenu mon seul moteur, en fait, et mon seul mode de vie. Et puis, j'ai commencé dans la poésie aussi, surtout. Et un recueil, d'abord, c'est une succession de poèmes qui ont un fil conducteur. Comme ça, mon premier recueil est né. Et voilà, et puis de fil en aiguille, un beau jour, j'ai décidé que, enfin, j'ai pas décidé, j'ai ressenti qu'un texte, que j'avais un texte en moi qui ne pouvait pas s'exprimer poétiquement, mais narrativement. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi dans le roman. Mais à la base, ma passion première, c'est le théâtre. Ensuite, je suis arrivée surtout à l'écriture par la poésie. Et puis, à un moment donné, je dis souvent que je me suis compromise avec le roman parce que la poésie, c'est quelque chose qui est très épuré et qui, pour moi, est vraiment l'art majeur, le degré majeur de l'écriture. C'est, c'est, c'est beaucoup plus ciselé, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus... voilà, donc c'est autre chose encore que l'art narratif ou l'écriture romanesque. Donc voilà. Et de temps en temps, l'écriture revient me visiter, la poésie revient me visiter, je veux dire. Et donc, chaque 2, 3 romans, j'ai comme ça un recueil de poèmes qui débarque dans ma vie. Je dis débarque parce que il y a quelque chose de l'ordre de la... il y a quelque chose de l'ordre... Je subis la poésie, tellement c'est fort. C'est d'ailleurs dans un de mes premiers recueils, j'ai dit dans le poème Je ne suis rien qu'une main. Ce vers est dans un recueil qui s'appelle Blessure de l'eau, que j'ai écrit il y a 20 ans et que 20 ans plus tard, je trouve d'actualité toujours. Dans le poème Je ne suis rien qu'une main, mais je me dis même que dans l'écriture, nous ne sommes rien qu'une main. Quand on est vraiment investi par cette passion-là, on en devient l'outil au final. Oui, ben c'est une très belle description, définition de l'écriture et aussi le fait de dire je me suis compromise avec le roman, c'est assez enfin c'est fascinant parce que le roman est un déploiement. En fait, le roman demande davantage peut-être de rapport à l'intime. Enfin, on pourra en reparler. Mais tu dis aussi que ton pays partage avec la femme la question du territoire violenté. Mon pays est fragmenté, donc je suis fragmentée. Et comment décrirais-tu ce rapport avec ce territoire violenté et fragmenté qui est le tien? Est-ce qu'en pareil contexte, l'écriture n'est-elle pas doublement menacée? Bah, écoutez, les logiques dans les rapports internationaux,
Et le rapport internation répond souvent à la logique de la domination. Et la question du genre aussi répond à la domination et au système désormais des patriarcats tels qu'on les connaît, en tout cas au Moyen-Orient, dans leur forme la plus rudimentaire. Donc forcément, la femme devient le territoire d'une société, le corps politique d'une société qui est instrumentalisé de but en blanc dans son rapport social et politique en tant qu'objet sur lequel on exerce un pouvoir à travers toutes les questions qui concernent les statuts personnels, que ce soit l'héritage, la maternité dans la garde et la tutelle que l'on octroie ou pas aux femmes. Dans toutes ces questions-là, c'est par là qu'on tient en fait la moitié de la société, on la domine. Donc, et nous avons dans nos rapports, dans nos luttes féministes, différentes vitesses. On n'est pas au niveau par rapport aux luttes féministes au Liban que peut l'être la France ou le Canada ou l'Europe ou cet Occident avec un grand O. Voilà, après, il y a des nuances partout. Mais la question de la femme, pour moi, est fondamentalement liée au territoire. Parce que le corps de la femme est un territoire, qu'on le veuille ou pas. Même dans des pays dits avancés sur les questions des droits hommes-femmes ou de la parité des droits, nous pouvons constater qu'au niveau salarial, même en France, même au Canada, je ne sais pas ce qu'il y en est pour le Canada, mais je sais que même dans des pays dits avancés sur ces questions-là, nous observons toujours des injustices et des inégalités. Donc, pour moi, oui. Alors, encore plus loin que ça, sur les questions au Liban de violences domestiques, voilà, il faut savoir que, par exemple, toutes les violences faites aux femmes n'étaient pas pénalisées au pénal avant très récemment. Cela vient d'être accepté et durant longtemps, c'était les tribunaux religieux qui s'occupaient à l'amiable. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'amiable quand il y a violence, donc qui s'occupaient à la manipulation, on va dire, plutôt qu'à l'amiable de ces questions-là. Donc, et c'est un peu la question des nations, hein, de ce pays, de ce Liban, finalement, qu'on minorise, qu'on garde à l'état d'infantilisation. C'est un pays infantilisé par les luttes de domination qui se jouent sur le territoire aujourd'hui du Moyen-Orient et notamment au Liban. Nous sommes les vassaux des grandes puissances. Chaque communauté est la vassale d'un protecteur. Qu'est-ce que c'est que le patriarcat, sinon que la femme est mise en vassalisation de l'homme? Donc, c'est toujours la question de la domination. Et les guerres les guerres répondent à cette logique-là. Moi, je pense, voilà, le Liban subit des missiles de qui lui, aujourd'hui, le Liban est en guerre, Israël est en guerre contre le Liban n'est pas en guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon des intérêts, nous devons subir des pseudo-prétextes pour être bombardés et nous ne pouvons rien faire sinon que accepter de mourir parce qu'on n'a pas notre destin en main. Est-ce que la femme a son destin en main si elle n'a pas ses droits? Donc, comment ne pas relier toutes ces questions-là, que ce soit au niveau national ou au niveau des luttes pour l'égalité des genres au sein de sociétés? Voilà, nous avons un long travail à faire. Alors, forcément que je m'inscris à cet endroit-là de la décolonisation, on va dire, de la décolonisation des États faibles, des États dominants, de la décolonisation du statut affaibli et constamment maintenu en état de faiblesse des femmes face à un patriarcat qui cherche voilà, à la punir de son don de vie finalement. Parce qu'on nous tient par la maternité, on nous tient par les enfants, on nous tient par toutes ces questions-là aussi, dans les pays comme le Liban, en tout cas. Voilà. D'où le courage d'écrire et de décrire tout ça. Enfin, l'écriture, en quelque sorte, elle devient, oui, doublement suspecte par rapport à ce milieu. C'est une écriture de revendication, d'une écriture de dévoilement. C'est comme ça que tu caractériserais ton écriture et tes romans particulièrement. Enfin, on va les aborder les uns après les autres, mais est-ce que tu dirais que c'est cette écriture c'est ça, une écriture de dévoilement, de dénonciation aussi? Certainement de révolte. C'est-à-dire que dans écrire, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot cri.
Et Bernard Noël, ce poète que je respecte énormément, qui avait fait cette équation, j'écris égale j'ai d'écrit, en fait, il enlève des, mais c'est j'ai d'écrit. Donc c'est une question de révolte et c'est une quête permanente de... je cherche à extraire dans le rapport de l'écriture au monde une forme de justesse à défaut de justice. Je ne crois pas en la justice. Je ne crois pas en la justice dans dans ces établissements juridiques. Je ne crois pas en la justice de l'homme. Je ne crois pas en la justice tout court. Parce qu'il est pratiquement, tout comme je pense que la neutralité est impossible, la justice aussi. En revanche, je crois à la justesse. Je pense que la création, la littérature, toutes les œuvres artistiques cherchent une certaine forme de justesse dans leur rapport à ce qui leur est contemporain. Voilà, c'est un peu je dirais pas conviction, parce que tout ce qui est conviction, tout ce qui est opinion, c'est quelque chose de figé, mais c'est ma perception de la chose, c'est ma subjectivité à moi, et c'est comme ça que je vis mon écriture, comme une quête de justesse par rapport à un monde profondément injuste qui ne répond au final qu'à cette terrible loi que La Fontaine a résumée en une phrase: la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et ça vaut partout, ça vaut sur les institutions juridiques, ça vaut. Vous n'avez pas d'argent, vous vous défendez même au sein d'un système légal face à quelqu'un qui en a. Déjà, vous n'avez pas les mêmes chances. Vous n'avez pas. Alors, bien sûr, il y a des pays où il y a des systèmes plus justes que d'autres, on va dire quand même, et qui ont vraiment évolué dans l'élaboration d'outils juridiques et de lois. Mais quand même, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe partout aujourd'hui, on a vraiment lieu de s'inquiéter. Et donc la littérature est là quelque part pour témoigner de cette inquiétude-là. Oui. Et tu écris, tu as choisi d'écrire, tu as été élevé dans un contexte multilingue, mais tu choisis d'écrire en français. Tu dis que le français, pour toi, est une langue d'exil et d'asile, et que c'est une langue ouverte sur l'altérité des autres langues. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport à la langue française, puisque tu as écrit en langue française? Excuse-moi, est-ce que le rapport du français à l'altérité? Le français, de ton rapport au français, qui est une langue d'exil et d'asile, puis aussi le rapport au français comme langue d'altérité. Tu dis, il y a une langue, c'est une langue ouverte sur l'altérité des autres langues. Alors, les deux choses. Je ne sais pas si c'est le français, enfin oui, la francophonie, de par ce qu'elle offre en fait de diversité, force le français à l'être. Après, je ne sais pas si le français en soi, d'un point de vue grammatical, est nécessairement une langue plus ouverte sur l'altérité que d'autres langues. En tout cas, moi, venant d'un pays aussi complexe et pluriel que le Liban, j'ai un rapport à la diversité très naturel. C'est-à-dire que je ne connais pas de barrage à la diversité. Je viens d'un pays aux 18 communautés où le vivre ensemble, malgré notre guerre, est toujours là. Aujourd'hui, nous avons toutes les conditions favorables pour sombrer dans une guerre civile. Nous ne sombrons toujours pas parce que nous avons une volonté de vivre ensemble. Et moi, dans cette volonté de vivre ensemble, quand j'écris, quand je m'approprie une langue, cette langue doit, pour moi, symboliser le vivre ensemble quelque part. Et il est vrai que bon, le Liban est trilingue, donc au moins trilingue, et le libanais parlé, on va dire, non pas le libanais, l'arabe classique, que nous avons aussi, comme partout dans les pays arabes, mais au Liban, nous avons l'arabe parlé, et le libanais parlé, il mélange des mots de français, comme d'ailleurs d'autres langues, comme en Tunisie le tunisien, comme Malte aussi, par exemple, qui mélange vraiment, c'est une espèce de syncrétisme où toutes les langues se parlent entre elles et ça devient la langue officielle d'un pays. Je trouve ça merveilleux, la capacité la capacité créatrice des langues, quelles qu'elles soient. Sinon, on leur octroie cette chance parce que c'est une chance. Voilà. Et moi, j'aime bien dire que les règles sont là pour qu'on les transgresse un peu, grammaticalement aussi. Donc, le français a des règles bien précises. Et moi, dans mes livres, je m'amuse en fait à faire mon pas de côté sur tout ce qui me semble figé. Et la grammaire, même à l'école, quand je l'apprenais, je trouvais que
voilà, c'était figé, j'aimais bien un peu déconstruire tout ça. Et donc, j'ai toujours un personnage qui fait du franglais ou de l'arabe français, du franc arabe, qui mélange, qui utilise des mots arabes en lettres latines. Voilà, ça fait partie c'est mon état naturel en fait, cette espèce de mixité-là. Et moi, j'aime bien que la langue aussi que j'utilise, qui est le français, puisse l'incarner. Voilà, c'est ma façon, c'est mon empreinte en fait. C'est mon empreinte, je pense, peut-être même libanaise sur la langue française. Mais tu l'as choisi dès le départ, cette langue, le français. Dès que tu as commencé à écrire, tu écrivais en français. Est-ce que tu as étudié en français? Alors, pour répondre à la langue d'exil, d'asile, souvent on me dit aussi, ah, est-ce que parce que tu écris en français, tu écris plus librement? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai grandi dans cette langue, j'ai été aimée dans cette langue. Je viens d'un milieu très, très francophone. Donc, c'est vraiment, j'ai l'automatisme du français, on va dire, avec toute mon arabité qui s'inscrit là-dedans. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que voilà, je suis une autrice arabe francophone. Je mixte les deux parce que pour moi, c'est important. Les causes de ce monde arabe aujourd'hui blessé, meurtri, notamment, je pense à Gaza, à la Syrie, au Yémen, à toutes ces régions qui font partie de notre quotidien à tous. Euh, pour moi, je ne pourrais pas écrire sans ça. C'est comme si j'avais, en fait, c'est comme si la langue était un sac dans lequel j'avais rangé mon pays. Et parfois, je veux écrire sans ça, mais je n'arrive pas. Donc, mon pays est dans ma langue. Et les causes qui traversent ce pays, qui traversent cette région, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Vous savez, il y a dans le Coran cette phrase magnifique qui dit un humain, on tue un humain, on tue l'humanité entière. Un humain meurt dans une banlieue en France, ben, je suis cet humain-là. Donc, moi, je ne fais pas de différence dans mon rapport à ce qui nous meurtrit, en fait. Il n'y a pas d'identité à la meurtrissure. La meurtrissure est universelle, elle est plus universelle. Et face à cette meurtrissure, je considère, en tout cas pour ma part, que j'ai un devoir de conscience par rapport à ce qui meurtrit n'importe quel individu. Voilà. Alors bon, aujourd'hui, je viens d'un pays particulièrement brisé et chaque fois que je veux échapper à lui, il me rattrape. Il me rattrape toujours. Donc, en fait, j'ai envie de dire cette phrase un peu bateau, quand même, qui dit que euh, je me sens en exil chez moi, donc j'écris, et je cherche en fait un asile permanent dans l'écriture. Mais je suis en exil, le sentiment d'être en exil, je pense que les écrivains l'ont partout, chez eux et hors de chez eux. Et c'est l'écriture, leur deuxième patrie ou parfois même leur première. En tout cas, moi, c'est vraiment le monde parallèle au réel que j'ai eu besoin de construire comme échappatoire, mais aussi comme réflexion et comme construction, par l'imaginaire, construire une autre réalité qui serait à la fois très liée à la réalité, mais qui serait aussi ce qui nous en sauve. Oui, il y aurait tout un essai à écrire là-dessus, sur l'exil et l'asile de l'écriture. Je pense que c'est très riche comme réflexion. Et justement, tu écris mais ce que tu écris dans tes romans, c'est quelque chose d'assez dur, enfin, un de tes titres, par exemple, Tout est halluciné, un roman que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'histoire d'une enfant qui doit apprendre à vivre et à reconstruire sa vie parce qu'elle sort de l'amnésie. Alors, qu'est-ce qu'elle découvre, cette enfant, à 5 ans, lorsqu'elle doit recoudre sa vie, la construire? Tu peux nous décrire un peu Pas fort, c'est une l'aventure?
une métaphore, justement, on parlait de la question de domination. Vous savez, notre représentation de nous-mêmes est aussi le fruit. On nous impose une histoire, on nous impose un récit. Le narratif nous est imposé. Et après, nous sommes otages d'un narratif dont nous passons une vie à nous libérer. Donc, c'est une petite qui se réveille à 5 ans d'un coma, qui n'a voilà, qui a perdu la mémoire, donc le langage, et qui trouve un homme devant elle qui lui dit « Je suis ton père ». Donc, bon, déjà, de comprendre ce que veut dire « je suis ton père » parce qu'elle a perdu la langue, de renouer avec le sens, de renouer avec le langage. Et le papa décide donc de chasser du chevet de sa fille tous les médecins et les spécialistes pour s'occuper personnellement du vide dans son cerveau. Donc, c'est quand vous êtes dans un état de vulnérabilité, quand vous êtes enfant, vous êtes totalement sujet à la manipulation. Quand vous êtes affaibli aussi, quand les sociétés sont affaiblies, voilà. Alors, quelle est la part comment est-ce qu'on renoue avec une certaine vérité par rapport à l'histoire, quand l'histoire est phagocytée par des narratifs qui manipulent la mémoire. Donc, c'est toute l'histoire de cette petite fille qui va grandir avec ce père au Caire. Et lui, il vit dans la nostalgie de Byzance. Donc, il veut vraiment qu'elle grandisse dans une religion chrétienne, puriste, dans le milieu copte du Caire, parce que les coptes sont encore les derniers survivants des premiers chrétiens d'Orient. Donc, c'est vraiment un puriste. Et il lui interdit de parler du Liban. Donc, il l'a extrait du Liban quand elle l'avait. On ne sait pas ce qui s'est passé au Liban pour que cette petite soit dans un coma. Donc, tout ce livre est une enquête sur son mystère à elle en tant que... sur le mystère autour de ce coma-là, de qu'est-ce qui s'est passé avant. Et c'est une quête aussi par rapport à la matrice, le pays en tant que matrice et en tant que mère, puisqu'elle grandit avec ce père et que la mère n'est pas là. Alors, est-ce que la mère a été assassinée? Est-ce que la mère a disparu? Est-ce que la mère s'est tirée parce qu'elle n'en pouvait plus d'être une mère? Donc, en fait, c'est aussi toutes les questions du féminin qui traversent aussi ce récit, du rapport à la maternité, du rapport à comment est-ce qu'on fait quand on est une enfant soumise à la domination d'un père qui décide de votre narratif, tout comme un pays est soumis à la domination d'un plus fort et auquel il doit se plier. Comment est-ce qu'on fait pour devenir adulte? Comment on fait pour s'émanciper de cette domination? Comment on fait pour trouver un sens souverain et libéré de toute manipulation? D'où le titre, tout est halluciné, en fait. Parce qu'en fait, quelle est la part du réel? Il y a cette très belle phrase aussi de Virginia Woolf que je reprends dans le livre, c'est pince-moi, je crois que je vis. Mais aussi, je crois que je pense. Est-ce que je pense par moi-même ou est-ce que je pense par, par la manipulation d'un autre? C'est cette question-là que j'essaye de traiter dans le livre. Oui, et justement, tu la reprends la question d'une certaine, autrement, dans nos longues années en tant que fille, c'est l'histoire d'une femme qui se rend à un rendez-vous et qui est conduite par une chauffeur de taxi qui est une transgenre et elle se souvient de sa propre enfance, de son adolescence et est-ce que tu dirais que ce livre-là, Nos longues années en tant que fille, est une exploration des différentes manières de vivre sa féminité, parce qu'il y a plusieurs sujets de femmes dans ce livre-là, et chacune représente en quelque sorte une manière d'être femme. Alors, absolument. Et ça rejoint aussi la déconstruction par rapport à nos perceptions de nous-mêmes qui sont phagocytées par ceux qui font par un narratif dominant, on va dire. Et en fait, ce livre est né d'une anecdote qui s'est vraiment produite. J'étais moi-même à Paris, j'étais pressée, donc je vais raconter l'histoire, parce que c'est à partir de là qu'est né ce livre. Et je rentre dans un taxi, je tombe sur une femme et je dis, ah zut, une femme au volant. Et là, je me dis, ah mais zut, en fait, quand je ne suis pas alerte, moi, je retombe dans les clichés d'un patriarcat hétéronormé. Donc, vous voyez comment, c'est-à-dire qu'on croit qu'on s'est libéré, mais les réflexes sont toujours là. Euh, et ça dit beaucoup. Donc, je rentre dans le taxi, je suis un peu honteuse. J'ai dit, vous êtes chauffeur depuis quand? Elle me dit, depuis 30 ans. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, moi, je suis écrivain. Et j'ai toujours conjugué le métier d'écrivain au masculin.
comme s'il y avait un pied de nez ou une revanche à prendre sur l'autre genre, qui a longtemps phagocyté les femmes, qui les a mis dans l'ombre, rangées dans l'ombre, qu'elles soient sculptrices, je pense à Camille Claudel, qu'elles soient écrivaines, elles ont inspiré, elles ont écrit à la place des hommes, et elles ont été pillées dans leur talent et rangées de côté à l'ombre, mises dans l'ombre toujours. Donc, j'ai toujours dit, je suis écrivain. Et elle arrête la voiture, elle me dit écrivain ou écrivaine. Et là, je dis, vous savez, on ne va pas quand même réduire la complexité de cette lutte pour la parité des droits et le féminin, entre autres. Au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Elle arrête la voiture. Elle me dit, madame, il ne faut pas parler comme ça. Il n'est pas muet, ce E. Je dis, attendez, il est muet les 3/4 du temps, on nous gonfle avec. Elle me demande, et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez en moi alors? Je dis, ben, je ne sais pas, vous êtes une femme. Ah, et vous ne voyez rien d'autre. Je dis, ben, une femme chauffeur-eux, avec un E de taxi, je ne sais pas, dites-moi. Elle me dit, moi, madame, avant j'étais un homme. Et je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi? Aucune lettre ne ressemble à une autre. Alors moi, ce jour-là, forcément, je me suis prise une claque sidérale, une claque intellectuelle, une claque dans mes certitudes en tant qu'écrivaine, féministe, qui pense, qu'elle déconstruit tout. Et je tombe sur une chauffeur de taxi qui me donne la leçon de ma vie. De dire, mais en fait, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que d'être une femme? Est-ce que vraiment tu as tout déconstruit? Et qu'est-ce que tu en sais vraiment de la lutte des genres? Puisque moi, qui suis une personne transgenre, en transition, parce qu'elle était en transition de réattribution de genre, euh, moi, moi, j'incarne la lutte par rapport à ma représentation de moi. J'ai grandi, élevée en tant qu'homme dans un corps auquel moi, je ne m'identifiais pas. Je me suis sentie femme et pour pouvoir rejoindre ce sentiment d'être une femme, j'ai dû tout déconstruire. Donc c'est parti de là, on est devenus amis, elle m'a raconté sa vie et je me suis inspirée de cette femme pour écrire ce roman qui est en fait la rencontre de deux femmes, justement, à partir du moment où la narratrice, qui est un peu mon alter ego, mais qui n'est pas moi évidemment, puisque je lui prête une relation avec un dominateur, j'ai eu besoin d'incarner la lutte des genres en allant très loin, aussi sur le niveau de la sexualité, pour essayer de comprendre, en fait, même comment on peut, jusque dans notre représentation et dans notre ressenti du plaisir, être otage de notre éducation, de comment on a été élevé, de comment on a été aimé, de comment on a été réduit à être un peu moins, à accepter toujours moins et à accepter tout dans la douleur. Comment est-ce que finalement ça nous déforme à un point qui dépasse notre volonté de changement parfois. Voilà. Pardon. Il y a comme un enfermement dans cette, dans cette dynamique, en fait. Et le fait d'en sortir, enfin, je pense que tu donnes là des voies possibles pour transgresser, en fait. Il y a une question de transgression qui est présente dans le livre. Euh, pour, euh, pour nous en libérer, en fait. Pour nous en libérer. Oui. Bien sûr, en fait, je pense pas que je suis là pour dénoncer. Je pense que voilà, j'ai écrit ce livre. Il m'a amené à cet endroit-là. Il m'a amené très loin sur la question aussi du rapport au corps, de la violence qu'on impose à nos corps. Justement, parce qu'à la fin du livre, je ne vais pas raconter le livre, ça, il faut le lire, mais la narratrice vrille de bout en blanc à la fin du livre. C'est-à-dire que c'est une libération pour elle, cette rencontre humaine avec cette personne trans. Oui. Et on va parler de encore un autre roman qui est un roman qui est plus récent, publié en 2021, Implosion,
qui commence avec par une scène de l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, cette fameuse explosion, qui est vécue par un couple qui est alors en consultation avec une thérapeute, et puis ils voient arriver ils assistent à des champignons de fumée, des gravats, des vitres éclatées, et ainsi que toute la ville, et tu passes de l'explosion à l'implosion, on pourrait dire. C'est un peu le sujet de ton livre, c'est un peu le passage de l'un à l'autre. Peux-tu Ben, nous en parler un peu? c'est ce que tu disais, mon pays est fragmenté, donc je suis fragmentée. Et c'est sûr que on ne vit pas pareil la vie de tous les jours, la vie lambda qu'on vivrait, je ne sais pas moi, en France ou dans des pays qui sont pas en état de guerre. Je pense que tous les pays sont en état de guerre actuellement. On n'a pas besoin d'un missile sur la tête pour être en état de guerre. Bon, il se fait qu'au Liban, en plus de tous les états de guerre, nous avons des missiles et des explosions qui mettent nos vies en danger. Donc nous sommes en permanence dans un mode de survie qui fausse finalement ou qui augmente quelque part nos vécus de quelque chose d'autre qui fait qu'on peut aller aussi dans des excès. On a tout est exacerbé dans des pays à risque. La joie est exacerbée, la tristesse est exacerbée, le malheur est exacerbé, le bonheur est exacerbé, la survie est exacerbée. Le couple, donc, est vraiment traversé par toutes ces questions-là. Et donc, c'est un couple qui est en difficulté, comme tous les couples comme partout. Hein. Après, ça, c'est la question de l'amour. L'amour dure ou ne dure pas. Comment fait-on pour, ça c'est universel, que vous soyez à Montréal, à Vancouver, à Paris, comment fait-on pour rester unis au sein d'un lien amoureux quand on est dans un pays à risque, quand on est soumis à une crise économique phénoménale comme celle qu'a traversé le Liban et qui fait que les gens ont perdu toutes leurs économies. Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'être heureux? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de désirer l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour avoir envie? On n'a pas le choix quand on est mère. Est-ce qu'on peut abandonner la maternité? On ne peut pas. Après, je n'ai aucune valeur morale à ajouter à des femmes qui font des burn-out de maternité, qui n'en peuvent plus. Eh bien, quelle est la violence qu'il y a derrière? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça véhicule? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester debout quand tout vous met à genoux? Et donc, ils sont en thérapie de couple le 4 août à 18h et à 18h07, le souffle de l'explosion jette la thérapeute, le mari et la femme à quatre pattes par terre. Tout est à quatre pattes, le pays, la thérapie, le couple. Comment on fait pour réinventer un avenir à l'aune de cette destruction-là? Eh bien, c'est un livre que j'ai voulu plein d'humour, contrairement à mon installation dramatique et ma dramaturgie là que je vous fais. C'est un livre drôle, car on ne peut pas aborder la tragédie sans humour. C'est pas possible de parler de la tragédie tragiquement. C'est impossible. Donc, c'est un livre drôle. Les thérapeutes partent, quittent. Une thérapeute se barre avec ses chiens parce que le Liban n'est plus un pays pour les chiens. Et la narratrice se demande, mais alors, si les chiens aussi partent en exil, qu'en est-il de nous autres humains qui restons là? Comment faire pour croire dans ce pays? Comment faire pour croire dans le couple? Alors, le couple, le ciment des couples, c'est les enfants, quelque part aussi, qu'on le veuille ou pas. Hein. C'est eux qui tournent le couple vers l'avenir. Et le ciment d'un pays, c'est sa société civile. C'est elle qui tourne un pays vers l'avenir. Donc, je fais à nouveau ce lien qui est tellement précieux chez moi entre le couple et le politique, entre la manière avec laquelle on se projette dans un avenir plein d'espoir malgré tout, et comment est-ce qu'on projette un pays dans un avenir meilleur, pour ne pas dire plein d'espoir, parce que malheureusement, euh, si je reprends cette réalité de la loi du plus fort est toujours la meilleure, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe chez nous en Syrie, ce qui se passe avec le gouvernement d'extrême droite qui a pris en otage Israël et tout comme tous les groupes terroristes qui prennent en otage les sociétés civiles. Voilà, de se dire, mais comment on fait en fait pour croire? On a besoin de croire. On a besoin de désirer vivre pour vivre. Comment on fait? Eh bien, paradoxalement,
malheureusement, et c'est presque pathologique, mais c'est aussi notre instinct de survie, plus nous risquons de mourir et plus nous désirons vivre. Et c'est l'ADN de nos pays, du Liban, de cette société civile que je salue vraiment, voilà, devant laquelle je m'incline en fait, parce que ce sont eux qui prennent le relais de nos régimes déficients. C'est la société civile qui porte le malheur libanais et qui le pense et qui le soigne et qui essaye de créer du sens. Et oui. Dans le livre, tu parles de ce pays dressé contre nous comme un presque mort. Mais en ce moment, tu es à Paris, tu vis à Paris. Est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'un exil? Comment, comment, Euh, ouais, comment c'est un privilège, c'est un exil de privilégiés, mais c'est un exil. Il y a des gens qui peut-être n'en peuvent plus et voudraient être en exil dans des conditions comme les miennes et qui ne peuvent pas, mais ça reste un exil. C'est un exil choisi par ailleurs, parce que les derniers épisodes que ma maison étant située de manière très proche de la banlieue sud, qui a été la région la plus bombardée par Israël depuis octobre, je ne pouvais pas accepter de... Alors, j'aurais pu m'exiler à l'intérieur du Liban, c'est sûr, mais vivre dans ma maison sans quitter les lieux, en expliquant à mes filles qui ont 10 et 8 ans qu'elles peuvent dormir bercées par le bruit des obus à partir du moment où les obus ont une cible qui n'est pas nous, qui est l'autre communauté qui n'est pas loin, qui est juste voisine. Alors bien sûr, il y a un bruit qui fait peur, mais ne vous en faites pas, le bruit n'est pas pour vous. Je ne peux pas, je n'ai pas pu. Il fallait que je parte. Il fallait que je les sauve. Moi, j'ai grandi dans la guerre et j'ai quand même mes traumas aussi par rapport au bruit. Le bruit, c'est la moitié de la guerre. C'est la moitié de la peur. Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas envie de vivre dans la terreur et de faire vivre mes enfants surtout dans la terreur et dans l'indifférence de la mort de l'autre. Donc, parce que c'est en fait, Israël envoie des messages ciblés avant de bombarder pour dire, voilà, bougez de vos quartiers parce que nous allons cibler ici. Donc, si vous bougez, on va tuer votre voisin, mais vous n'êtes pas visé. Et si vous n'êtes pas... voilà. Donc, moi, je ne pouvais pas concevoir de rester dans ce pays dans ces conditions-là. Pour l'instant. Maintenant, nous sommes encore dans une situation très précaire politiquement. On ne sait pas où va le Liban. Il est rattaché à la syrienne, laquelle est rattachée à l'iranienne, laquelle est rattachée. Voilà, on est tous c'est cette interdépendance des pays affaiblis finalement et leur assujettissement à des enjeux qui finalement sont économiques, sont politiques et serviront les plus forts et les plus dominants. Et cette réalité-là, elle est atroce. Et je pense que c'est contre ça que s'insurge quelque part notre écriture. Et, euh, et c'est pour ça que je ne n'en doute pas à sortir cette région, ce pays et toutes les causes qui le traversent de mon sac, de ce sac qu'est l'écriture, de ce sac à dos qu'est l'écriture. Tu dis, la poésie absorbe à son insu toute la douleur du monde. Est-ce que tu crois pas, est-ce que tu dirais de ta poésie surtout dans ton dernier recueil, Du feu autour de l'œil, qu'il s'apparente à un manifeste, une sorte de manifeste pour réclamer quelque chose, enfin, pour demander un meilleur vivre ou pour dénoncer. Il y a il y a une colère dans ton dernier livre. Excusez-moi, ça peut arriver. Alors, pour moi, la poésie, c'est la limite. La poésie, c'est l'écuelle de l'intensité que le roman ne peut pas prendre, à mes yeux en tout cas. La poésie touche aux limites du romanesque. Il y a quelque chose qui ne peut pas être exprimé de manière concrète parfois et qu'on a besoin de la métaphore. La métaphore nous sauve de l'indicible, de quelque chose
presque on fuit de décrire je pense souvent à ce livre de Jean Asfeld sur les génocides rwandais dans le nu de la vie. Ce livre, ça a été pour moi un choc, un coup de poing, parce que cet homme a décrit concrètement des histoires en tant que journaliste, mais il a réussi quand même à en faire quelque chose de littéraire. Il n'y a pas de métaphore, c'est la parole des gens, mais je pense que la parole des personnes qui ont été concernées par le génocide, si vous le lisez, il y a des passages d'une violence et d'une poésie à la fois, comme si, comme s'il n'y avait pas d'autre issue. Voilà. Parfois, on touche à une douleur si grande ou à une intensité si grande qu'elle est indicible autrement que par la métaphore. Elle ne peut pas se dire autrement. Elle ne peut pas être décrite autrement. Et, 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 et donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Du feu autour de l'œil, du feu autour des villes, du feu autour du territoire, du feu autour du corps. Bien sûr, ces dernières années et en témoignant aussi de ce que nous vivons, de ce que nous subissons avec nos frères palestiniens, nous autres Libanais. Je n'ai pas pu échapper à la poésie. La poésie m'a rattrapée. Elle, presque, c'est elle qui a décidé pour moi, en fait. Oui. Et voilà. Et est-ce que, enfin, la grande question, c'est que peut l'écriture face au désenchantement du monde, face aux dystopies? Et qu'est-ce que tu souhaites à tes 5 filles comme, La comme, question face à la vie, se poser, comme meilleur monde? Est-ce que tu peux leur, en fait, tu crois qu'il y a quelque chose à venir à partir de cet engagement par l'écriture que tu as, que nous avons toutes au Parlement des écrivaines francophones? Est-ce qu'on peut échapper est-ce qu'on peut échapper à quelque chose? Est-ce qu'on peut réinventer le monde, réenchanter le monde? Alors, ça touche à la question des utopies. Ouais. Que l'écriture est une utopie? Voilà la grande question. Ben, oui. Mais est-ce qu'on peut vivre sans? Je pense que non. Neurologiquement, on a besoin de croire pour vivre. On a besoin de croire. On a besoin de croire dans l'autre pour aimer. On a besoin de croire dans l'amour pour aimer. On a besoin de croire. C'est neurologiquement, il y a des études là-dessus qui même au niveau du cerveau, c'est que l'homme est prédisposé à croire et il a besoin de l'hormone que génère la croyance. Alors, en quoi pouvons-nous croire? En quoi? Dans une humanité meilleure, dans une humanité faite d'empathie, de bienveillance. Moi, je le souhaite à mes filles de pouvoir toujours croire et désirer de continuer de croire. On peut perdre le désir de croire. Et ça, c'est le plus grave, en fait. C'est le plus grave degré de la fin des temps, je pense. Et donc, nous devons désirer. Moi, je crois que, oui, c'est comme l'écriture, c'est un peu le rapport de la foi et au doute. Le doute et la foi, ils sont indissociables. Et je pense que les écrivains passent par toutes ces phases-là quand ils écrivent. Le doute, la foi, l'utopie. Est-ce que la littérature l'écriture est une utopie? Est-ce que le roman, voilà, est-ce que la réalité est une dystopie ou est-ce qu'elle est vraiment une réalité? Toutes ces questions-là, l'imaginaire nous l'absorbe et produit de la littérature avec ça. Heureusement que nous avons l'imaginaire pour échapper au réel. Voilà, je ne sais pas si. Alors, quel est le message que j'ai envie de dire à mes filles? C'est de ne jamais lâcher le fil conducteur de nos vies. Pour moi, l'écriture, c'est le fil conducteur de ma vie. Le jour où tu lâches le fil, c'est fini. Et si tu avais un seul mot à choisir dans la langue française, ce serait lequel? Justesse. D'accord. Je reste sur la justesse. Bon.
de soi-même aussi, pour pouvoir être dans la justesse par rapport aux autres, par rapport à une situation, par rapport à la géopolitique, par rapport à n'importe quelle question. Encore faut-il avoir fait le travail sur soi. C'est ce que je souhaite à c'est de faire ce travail sur elles-mêmes qui leur permettrait, en étant le plus juste possible avec elles-mêmes, de l'être avec le monde et avec les autres. Lise, on ne t'entend pas, j'ai coupé le son. D'accord. Alors, je dis merci pour ce bel entretien et je crois que Selma va reprendre la parole pour Oui, la donner à notre invité, enfin à quelqu'un qui nous écoute, s'il a des questions, si elle a des questions. Sinon, ben oui. on va continuer. Alors, peut-être Et les, que on va écouter d'abord voir s'il y a une question. Oui, et je vais aussi ouvrir le chat. On peut aussi prendre des questions par, via le chat. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais te demander de nous lire un extrait de Oh, ce livre-là. je vois une question qui arrive peut-être. Tu vois la question? Je vois en train de taper. J'aimerais bien que Mais oui, Yann nous donne une page de ça, on- peut-être en attendant exactement, que la oui. question arrive. Tu choisis, moi j'avais choisi, mais tu choisis celle que tu veux. J'avais choisi page 62, mais c'est très beau. Je vais lire page 62 pour ne pas fâcher. Puisque la poussière, que nous sommes les figurants de gestes morts, puisque la terre accuse le ciel de déserter l'empathie chaque fois qu'un trottoir est promis aux déplacés, puisque le soleil est le fossile du feu et nos autodafés la mémoire de nos vestiges, puisque le langage fait le furoncle de la pensée et nos squelettes la moitié de l'amour, puisque nos territoires sont nos féminités et que le sable commémore le baiser, puisque nos chants sont des prouesses absurdes et nos chaussures confisquées, dis-moi, comment marcher pour que de nos pupilles jaillisse le contour de nos yeux. Merci. Et on a eu un petit commentaire d'Amy qui a de la difficulté avec son micro. Donc, je vais juste le lire. Je voulais dire que ça donne envie de le lire, c'est très intéressant. Merci. Donc, sur ce, peut-être que je vais vous remercier toutes les deux, Lise, Liam, ainsi Merci. qu'Amy pour sa présence. Et on vous invite aussi à venir au dernier des 4 midis littéraires qui va avoir lieu jeudi à la même heure avec une autre invitée exceptionnelle. Et donc, merci vraiment à toutes les deux, c'était passionnant. Merci à vous. Merci d'avoir pensé à nous. Merci à Alice de m'avoir invité et à la prochaine. Et merci, Yann, pour ton éloquence. Merci, ma chère Alice. Au revoir.